de la relation entre cancer et particules annuelles avec un focus sur les particules nanométriques. Donc c'est très mal de ma part, mais j'ai oublié la diapositive sur mon parcours, donc je vais vous le faire sans support. J'ai initialement une formation en environnement que j'ai complétée par un master en épidémiologie. J'ai ensuite réalisé une thèse en épidémiologie sous la direction de Patrick Brochard et je me suis focalisée sur l'étude j'ai approfondi la relation entre méditerranéen plural et amiante. J'ai ensuite réalisé un postdoctorat au centre de recherche de l'Université de Montréal sous la direction de Jack Signatiki, où j'ai poursuivi mes activités sur l'étiologie environnementale des cancers. Je suis ensuite revenue en France. J'ai pris le temps pour faire mes petits-enfants. Et j'ai été reçue cette année comme chargée de recherche à l'INSERM. Donc quand on parle de particules nanométriques, de quelles particules parle-t-on? Il existe plusieurs définitions. Ici, je vous en propose une qui est plutôt simple. En fait, ces particules consistent en l'ensemble des particules solides dont au moins une dimension est inférieure à 100 nanomètres. Donc ces particules peuvent se présenter sous différentes formes en fonction du nombre de dimensions qui va être inférieur à 100 nanomètres. Quand on a une seule dimension, on va plutôt avoir des feuillets. Si on a deux dimensions qui vont être inférieures à 100 nanomètres, on va plutôt avoir un aspect allongé et fibreux. Et en fait, si on a les trois dimensions qui sont inférieures à 100 nanomètres, là, on aura une particule sphérique. Ces particules peuvent être isolées ou bien s'agréger entre elles par des liaisons de forte intensité, ou bien on peut les retrouver sous forme d'agglomérats, où là, ça va être les agrégats qui vont s'agglomérer entre eux par des liaisons de faible intensité. Donc là, je vous ai mis une petite présentation de l'échelle nanométrique, et donc on se situe au niveau de la taille de virus jusqu'à la taille de l'ADN. Donc d'où proviennent ces particules? En fait, elles proviennent de deux origines principales. Il y a tout d'abord celles qui sont émises de façon naturelle lors de feux de forêt ou bien lors d'émissions de poussière volcanique. Et il y a d'autre part celles qui sont liées à l'activité humaine. Parmi celles qui sont liées à l'activité humaine, on peut également en distinguer deux types. Tout d'abord, celles qui sont générées de façon non intentionnelle et secondairement à la mise en œuvre de procédés anthropiques. Donc, par exemple, les particules qui sont générées suite à de la combustion, par exemple celles qui sont contenues dans les fumées d'échappement des moteurs diesel. Mais il y a aussi d'autres procédés qui peuvent générer ces particules nanométriques non intentionnelles, donc d'autres procédés thermiques comme par exemple la soudure, tout ce qui va être fragmentation de la matière, usinage de pièces, ou par exemple manipulation de matériaux polymériques. À côté, les particules qui sont contenues dans les fumées d'échappement des moteurs diesel et les fumées industrielles représentent une grande proportion de la fraction particulière de la pollution atmosphérique, et on entend souvent le terme de particules ultra fines pour dénommer ce type de particules. À côté de celles qui sont non intentionnellement générées, il y a des particules nanométriques qui sont manufacturées et produites de façon intentionnelle à des fins commerciales. Donc il y en a de différentes natures. Tout d'abord des particules carbonées. Parmi elles, il y a par exemple une noire de carbone qui est très utilisée pour des pneumatiques ou l'encre. Les nanotubes de carbone, par exemple, qui donnent des propriétés à notre raquette de tennis extra. Il y a tout ce qui est oxyde métallique, et un des plus connus, c'est par exemple le dioxyde de titane, qui est notamment utilisé comme anti-UV dans les crèmes solaires. En tous les cas, ces particules sont toujours très utilisées, puisqu'en 2005, on pouvait recenser à peu près une cinquantaine de produits qui utilisaient ces particules nanométriques. Et en 2014, on pouvait recenser plus de 1800 produits qui les utilisaient. De façon, généralement, pour dénommer ces particules nanométriques qui sont manufacturées, on entend souvent le terme de nanoparticules. Donc pourquoi un tel engouement pour ces particules nanométriques? Bien, en fait, pour une masse donnée de matière, quand on a un aérosol qui contient des particules, j'ai pris pour exemple de 2 micromètres, et si on passe à un aérosol qui contient des particules de 20 nanomètres, on va avoir une multiplication par 1 million du nombre de particules qui va être contenu dans l'aérosol, et de même, on va multiplier par 100 la surface qui va être développée et qui va être au contact de l'environnement. Par ailleurs, quand on représente la proportion d'atomes de la particule en fonction de la taille de la particule, on voit qu'à partir de 100 nanomètres, en fait, la proportion d'atomes qui va se retrouver à la surface de la particule croît de façon très importante. Et donc tout cela va conférer aux particules nanométriques une plus grande réactivité par rapport à des particules de taille plus grossière,
pour une même masse et une même composition chimique. Donc notamment, ça va conférer à ces particules de nouvelles propriétés mécaniques, électriques, magnétiques, etc. Et également, cette plus grande réactivité remet en cause également l'expression de la concentration habituellement utilisée pour la particule qui est plutôt exprimée en masse. Et en fait, les données toxicologiques montrent que les effets sont plutôt liés à l'expression de la concentration en nombre de particules, voire même mieux en surface au contact de l'environnement. Donc ici, une diapositive pour dire finalement quelle est la différence entre les particules qui sont non intentionnellement générées et celles qui sont manufacturées. Fondamentalement, il n'y a aucune différence entre les deux types de particules. La toxicité est similaire entre ces deux types de particules. En fait, ce qui va les différencier, c'est la composition des aérosols qui sont générés. Pour les particules non intentionnellement générées, on est sur des aérosols qui vont être plutôt complexes, avec une distribution granulométrique qui va être très hétérogène. Il va y avoir un certain nombre de particules nanométriques, mais pas que, et une composition chimique également hétérogène. Ces particules vont pouvoir attraper à leur surface différents composés, et il va également pouvoir y avoir une production de particules secondaires. Pour les particules manufacturées, elles sont générées de façon intentionnelle et manufacturée. Donc on cherche à produire une certaine granulométrie, donc elle va être plutôt homogène, et on génère une composition chimique donnée. Donc là aussi, on va avoir une composition chimique qui va être plutôt homogène. Néanmoins, on va se retrouver avec les mêmes problèmes que pour les particules qui sont non intentionnellement générées, puisque ces aérosols homogènes au départ vont être contaminés par des aérosols de particules non intentionnellement générées. Donc, quels sont les déterminants de la toxicité de ces particules nanométriques? Donc, tout d'abord, il y a la taille qui va conditionner le site de dépôt après inhalation. Ça va également conditionner les propriétés de pénétration intracellulaire à travers les membranes biologiques, puisque les particules nanométriques, contrairement à des particules de taille plus grossière, peuvent entrer dans la cellule et dans le noyau, et elles ont également la capacité à traverser les membranes biologiques, et notamment la barrière hémato-encéphalique et la barrière placentaire. Il y a également la surface spécifique qui va conditionner l'importance de l'interface avec les éléments de la cellule. La réactivité de surface qui là va plutôt être liée à la nature chimique de la particule, mais aussi on va devoir prendre en compte l'absorption de xénobiotiques à leur surface. Pour celles qui sont manufacturées, par exemple, elles peuvent être fonctionnalisées, notamment pour la distribution de médicaments. Il y a également la forme qui va être un déterminant de toxicité. Par exemple, pour les nanotubes de carbone, on a pu mettre en évidence un effet fibre similaire à celui qui est observé avec les fibres d'amiante. Et enfin, la solubilité et la biopersistance qui va conditionner la persistance des particules dans les tissus sans modification. Donc, pourquoi s'intéresser au lien entre particules nanométriques et cancer? Les études in vivo et in vitro ont permis de démontrer l'induction d'un stress oxydant associé à une exposition à ces particules, de même qu'une réponse inflammatoire et fibrosante. Un effet génotoxique direct et indirect a également été mis en évidence. Pour les études de cancérogénicité, il y a à ce jour assez peu d'études qui ont été menées. Néanmoins, parmi elles, on a pu mettre en évidence l'induction de mésothéliome pleuraux associé à une exposition aux nanotubes de carbone, de même que l'induction de sarcome associée à des particules de nickel et de cobalt. Par ailleurs, ces particules peuvent se transloquer dans tout l'organisme, se déposent au niveau du poumon et peuvent se retrouver ensuite dans le système nerveux central, le foie, le rein, en gros un grand nombre d'organes du corps humain. Concernant l'épidémiologie, il n'y a à ce jour aucune donnée épidémiologique qui étudie de façon spécifique la relation entre particules nanométriques et cancer. Néanmoins, les récents classements par le Centre international de recherche sur le cancer des particules fines de la pollution atmosphérique, c'est des particules qui ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, de même que les fumées d'échappement des moteurs diesel qui comprennent un grand nombre de particules nanométriques dans ces aérosols complexes, peuvent nous faire nous interroger quant à la relation entre les particules nanométriques et cancer. En 2014, le CIRC a également classé les nanotubes de carbone en cancérogènes possibles, et en 2010, le noir de carbone et le dioxyde de titane a été également classé en cancérogènes possibles. Néanmoins, pour ces deux derniers classements, l'aspect nanométrique n'a pas été considéré. Donc tout cela représente des arguments qui sont en faveur d'une possible cancérogénicité des particules nanométriques.
Donc je finirai le contexte sur les données d'exposition qui sont à ce jour disponibles. En fait, il y en a très peu, et la plupart sont plutôt liées aux expositions professionnelles, puisque c'est plutôt les expositions professionnelles qui ont d'abord initié le problème de la problématique des particules nanométriques. Et même pour ces expositions professionnelles, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que les données sont très hétérogènes, tant en termes d'expression de la mesure, de la concentration, de la caractérisation des aérosols, de la morphologie des particules, et également en termes de méthode qui est utilisée pour mesurer ces particules nanométriques. Il y a par ailleurs de nombreuses situations de travail qui ne sont pas documentées et très peu d'informations contextuelles, et on est à ce jour plutôt incapable d'identifier quels sont les déterminants de l'exposition à ces particules. Donc j'en viens à ma question de recherche, qui est donc d'estimer l'effet cancérogène lié à l'exposition aux particules nanométriques inhalées chez l'homme. Et donc mon projet va se décomposer en deux axes de recherche, l'un plutôt focalisé sur la caractérisation et la quantification de l'exposition chez l'homme, notamment liée au caractère ubiquitaire de ces particules nanométriques, et ensuite un autre axe vraiment porté sur l'étude de l'association entre l'exposition aux particules nanométriques et la survenue de cancer. Et une des questions à se poser est quel site de cancer cibler en priorité lié aux divers sites de translocation de ces particules. Finalement, c'est presque tous les sites de cancer qui sont envisageables. Donc pour la caractérisation de l'exposition, ma porte d'entrée, ce sont les expositions professionnelles aux particules nanométriques qui sont non intentionnellement générées, puisque ce sont pour elles qu'on a le plus de données d'exposition à ce jour, et ce type d'exposition est bien plus prévalent en milieu du travail. Donc mon approche repose sur la construction d'une matrice en exposition, qui est en fait un outil qui permet d'évaluer de façon rétrospective les expositions professionnelles des sujets dans les études épidémiologiques à partir du moment où on a recueilli l'historique professionnel complet des sujets. Donc c'est un outil qui est très long et très coûteux à développer, et après il a l'avantage qu'une fois qu'il est disponible, par contre il se situe de façon assez simple dans les études, encore une fois à la condition qu'on ait recueilli le calendrier professionnel dans les études. Donc à ce jour, dans notre matrice, on n'a pas été capable d'évaluer l'intensité d'exposition liée à l'hétérogénéité des données d'exposition qu'il existe actuellement. Et donc on est en train de mener un projet de campagne de mesure sur le terrain pour identifier de façon plus précise quels sont les déterminants de l'exposition dans diverses situations de travail, afin de prédire cette intensité d'exposition dans notre matrice, mais également d'élaborer des questionnaires spécifiques relatifs à l'exposition à ces particules. Par ailleurs, un autre objectif de ce projet est de proposer une méthode opérationnelle de mesurage et qui soit transférable aux préventeurs, et c'est là tout le travail de thèse en ergonomie de Louis Gallet. Donc sur la caractérisation de l'exposition, à côté de ces expositions professionnelles, il y a bien sûr les expositions domestiques et environnementales. Et là, le gros problème à ce jour, c'est la quasi-absence de données d'exposition. Pour ce qui est des données d'exposition domestiques, en France, il existe une maison expérimentale qui a, en conditions expérimentales, réalisé des mesures de particules nanométriques qui sont non intentionnellement générées. À ce jour, elles ne sont pas encore exploitées. On est en train de construire un projet pour peut-être exploiter ces données. Et en parallèle, également, réaliser des campagnes de mesure en conditions réelles. Ceci afin également d'identifier les déterminants d'exposition domestique et de construire des questionnaires spécifiques qui vont être utilisés ultérieurement dans des études épidémiologiques. Pour l'exposition environnementale, la grosse difficulté est également repose sur les données d'exposition et la nécessité d'acquérir les données d'exposition. À ce jour, en France, seuls les PM2,5 doivent être de façon réglementaire mesurés. Et il y a très peu de mesures sur les PM0,1, les PM0,1 qui correspondent aux particules nanométriques. Par exemple, j'ai mis en Gironde, il y a seulement des mesures qui sont exploratoires, qui sont réalisées en uniquement 2 points, ce qui est bien sûr largement insuffisant pour développer ensuite des modèles de dispersion et caractériser l'exposition sur le territoire français. Donc sur la partie exposition, je pense que je vais commencer à accélérer un petit peu. On travaille beaucoup pour essayer de caractériser de façon précise et fine l'exposition des sujets dans nos études épidémiologiques, et
quand on arrive au moment de l'analyse statistique, ce qu'on étudie de façon assez classique, c'est un indice synthétique de l'exposition où on va sommer l'ensemble des expositions reçues au cours de la vie. On fait donc l'hypothèse que l'histoire d'exposition et la façon dont sont reçues l'exposition au cours de la vie des sujets n'a pas d'importance et les sujets ont le même risque. Donc là, j'ai représenté 3 individus qui ont exactement le même indice synthétique de l'exposition. Néanmoins, on voit bien qu'ils ont une histoire d'exposition qui est complètement différente. Et donc, ce qu'on fait de façon classique, c'est qu'on assume que ces 3 sujets ont exactement le même risque de survie de la maladie si l'exposition est liée à la maladie. Donc là, sur ce travail-là, c'est tout le travail de thèse de Émilie et l'évêque pour nous proposer des solutions afin de prendre en compte cette variabilité de l'exposition au cours du temps dans les modèles statistiques. Donc, thèse qui est dirigée par Karen Lefondré et que je co-dirige avec elle. Donc, sur la partie plutôt association, nous avons commencé à mener des recherches à partir d'études cas témoins déjà recueillies, notamment sur le cancer bronchopulmonaire à partir de l'étude française ICAR, sur l'étulement du système nerveux central à partir de l'étude CNH et sur le mésothéliome pleural à partir des données du PNSM. Donc, ce qu'on a pu, nos analyses préliminaires qui sont en cours de soumission, ce qu'on a pu observer, c'est un petit signal qui doit être confirmé dans des études ultérieures sur le cancer bronchopulmonaire et le système nerveux central. Donc là, je suis en train d'essayer d'accéder à des données de consortiums internationaux, notamment les données de synergie pour le cancer bronchopulmonaire et les données interroques pour le développement du système nerveux central. Et c'est des données sur lesquelles j'avais déjà travaillé au cours de mon postdoc à Montréal. Enfin, je finirai à côté de ces études cas témoins déjà recueillies. Je m'intéresse également au sarcome, puisque c'est une hypothèse également pour ces particules nanométriques. Donc, je ne vais pas refaire le contexte sur les sarcomes, puisque Brice vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc, l'étiologie est largement connue, notamment liée à l'absence de relecture systématique du diagnostic, les tailles d'échantillons qui sont souvent limitées, et donc les sarcomes sont étudiés comme un tout, comme étant une maladie unique et pas comme étant des maladies. Donc on fait l'hypothèse que l'étiologie est homogène au travers de l'ensemble des types histologiques, et d'autre part, la mesure d'exposition reposait très souvent sur la simple déclaration des sujets. Donc l'objectif principal de cette étude, c'est d'explorer le rôle des habitudes de vie, des facteurs environnementaux et professionnels dans l'astronomie des sarcomes de l'adulte, à partir d'une étude cas témoin multicentrique en population générale, avec une relecture systématique du diagnostic. Et donc j'ai reçu un financement de l'INCA cette année pour ce qui va me permettre d'initier cette étude dans 3 départements français sur les 16 qui sont prévus au protocole. Et donc je finirai avec les articulations de mon projet avec les axes de recherche épicènes. Et donc je m'intègre forcément, comme vous avez pu comprendre, sur le volet mesure des expositions environnementales et professionnelles, et également sur la partie étiologie environnementale.